Bonjour, voici quelques informations sur les examens et la réussite à l'ISPG en fonction du décret paysage de l'enseignement supérieur. Alors, ces informations valent pour la section fondamentale et la section AEC de notre école. Je vais d'abord vous parler des unités d'enseignement, faire un petit rappel, vous parler de leur évaluation, des modalités de cette évaluation, des résultats et des échecs malheureusement, du minerval à payer, ce qui est important. Pour ceux qui souhaiteraient partir, des critères de mobilité pour partir en Erasmus+, par exemple, et quelques conseils finaux. Voici donc un PowerPoint explicatif. Alors, les unités d'enseignement, chacun de vos cours fait partie d'une unité d'enseignement, vous le savez, et chaque unité du premier semestre va être obligatoirement évaluée à la fin du premier semestre en janvier. Elle doit être aussi obligatoirement présentée. En juin, eh bien, les unités du second semestre seront présentées obligatoirement aussi. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, l'institution, nous, ISPG, on construit un programme d'études cohérent. Alors, on a créé ce programme d'études en 3 blocs de 60 crédits. L'ensemble du bachelier fait 180 crédits. Et nous y avons mis une série d'unités d'enseignement de manière logique et continue au niveau des apprentissages. Vous, étudiants, vous allez constituer votre programme personnel en prenant dans ce programme cohérent une série d'unités d'enseignement. Au bloc 1, vous n'avez pas vraiment le choix, sauf si vous venez d'ailleurs et que vous avez déjà valorisé une série de crédits. Mais sinon, vous prenez tout le bloc 1. Au bloc 2 et 3, eh bien, vous prenez les unités du bloc 2 et bloc 3 et les unités que vous n'avez peut-être pas encore réussi dans les blocs précédents. Et vous pouvez aussi prendre des unités pour compléter votre programme dans les blocs suivants. Alors, ces unités sont évaluées ou bien elles ne contiennent qu'un seul cours ou activité d'apprentissage et donc il n'y a souvent qu'une seule épreuve pour ces unités-là, ou bien les unités sont constituées d'une série d'activités d'apprentissage, de cours, et elles peuvent être évaluées de différentes façons. Ou bien, et c'est très bien, une seule épreuve intégrative qui intègre l'ensemble des cours et activités d'apprentissage. Alors il y a une seule épreuve. Ou bien il y a une seule épreuve intégrative, mais on y ajoute un examen ressources, par exemple, si l'unité fait au moins 5 crédits. Et puis enfin, il y a la possibilité qu'une unité soit évaluée simplement, on évaluera les différentes activités d'apprentissage aux différents cours en juxtaposant les notes et en faisant une moyenne pondérée. Pour la moyenne pondérée, je vous renvoie au descriptif de cours en ligne qui vous donneront la pondération pour chaque cours. Ces unités sont évaluées en janvier ou en juin et elles sont organisées 2 fois. Janvier et août, juin et août, sauf en bac 1, où, grâce au décret sur la réussite, vous avez le droit à 3 passages d'examen pour les cours du premier semestre. Donc, vous pouvez présenter en janvier les examens du premier semestre, encore en juin et encore au mois d'août. Mais faites attention parce que il y a des difficultés à représenter une grosse session au mois de juin. Ce n'est pas forcément un critère qui favorise la réussite. Donc soyez attentifs à ne pas surcharger votre session de juin et donc à bien réussir la session de janvier ou à reporter des examens au mois d'août. Il y a une exception, ce sont les stages qui ne peuvent pas être représentés pendant les vacances. Le seuil de réussite pour toutes les unités, c'est à 10 sur 20. Même chose pour le programme d'année, moyenne de 10 sur 20. Même chose pour l'ensemble du cycle des 3 ans, 10 sur 20 de moyenne. Alors les crédits que vous avez acquis le sont à vie, définitivement. Et la mention que vous obtiendrez à la fin du cycle, à la fin des 3 ans du bachelier, eh bien, sera calculée sur l'ensemble pondéré des unités du cycle, donc y compris des unités de première, deuxième et troisième. Vous serez alors proclamé sans mention entre 10 et 12, avec mention de satisfaction entre 12 et 14, et puis distinction, et puis grande distinction, et au-delà de 18, les félicitations du jury. Alors, quand est-ce qu'on réussit? C'est simple, vous réussissez votre programme à 60 crédits acquis. Il peut arriver que dans ce programme, une unité ou l'autre n'atteigne pas les 10 sur 20, et le jury de fin d'année, alors peut valider quand même cette unité qui aurait obtenu 9 sur 20, par exemple, si l'ensemble du programme est acquis avec une moyenne suffisante. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Alors, quand est-ce qu'on a acquis une unité? Eh bien, prenons un exemple.
Voici une unité avec 2 activités d'apprentissage, initiation à la recherche et apport des médias et des TIS. Imaginons que, et c'est dans la feuille en ligne, qu'il y ait une pondération 50-50. On imagine 50% pour l'initiation à la recherche, 50% pour l'apport des médias et des TIS. Vous obtenez 12 à la première activité et 8 à la deuxième activité, pondération 50-50. Vous obtenez donc une moyenne de 10 sur 20 pour l'unité, c'est ça. On peut donc dire qu'elle est acquise. Imaginons que pour la même unité, un autre étudiant ait obtenu 8 à initiation à la recherche et 10 à l'apport des médias et des TIS. Un rapide calcul, vous vous rendez compte qu'il a 9 sur 20, l'unité n'est donc pas acquise, vous avez compris. Petite subtilité, un autre étudiant qui a bien étudié initiation à la recherche et a fait un bon travail a obtenu 18 sur 20. En revanche, il a un peu laissé tomber apport des médias et des TIS, il se retrouve avec un 4 sur 20. Il obtiendrait donc 22 sur 40, soit 50-50. 11 sur 20, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il va obtenir en fait 4 sur 20. Pourquoi ? Parce que, donc l'unité n'est pas acquise, parce que il y a un système de cliquet à l'ISPG qui fait que toutes les notes inférieures à 8, eh bien, deviennent la note finale de l'unité. Ici, la note, le 4, vous voyez le 4, devient la note de l'unité, parce qu'elle est inférieure à 8. Donc, soyez attentifs à ça, on ne peut pas laisser tomber un examen. Les modalités de ces examens, vous devez absolument présenter tous les examens du premier semestre. C'est une obligation par décret. Présenter signifie être présent à l'examen, répondre quelque chose sur sa feuille ou le questionnaire, ou bien présenter un certificat médical le jour même ou extrêmement vite après. Il y a aussi la possibilité de signer des notes de présence au secrétariat dès le premier jour de la session. Si certains examens ne sont pas présentés ou s'il n'y a pas de note de présence signée, soit au secrétariat, soit le jour même, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir vous inscrire à la session suivante d'examen. C'est le décret Marcourt qui oblige à ça. Je vous rappelle donc qu'une note inférieure à 8 sur 20 dans une activité d'apprentissage, eh bien, vous ramènera toute l'unité à cette note. C'est le système de cliquet. Vos résultats. Alors, vous réussissez, c'est merveilleux, bravo, mais en cas d'échec dans une UE, eh bien, vous devrez soit refaire tout si c'est une épreuve intégrative, soit, s'il y a plusieurs épreuves, eh bien, vous représenterez les parties en échec de votre unité, donc les activités d'apprentissage ou les cours en échec de votre unité. Nous conserverons les notes pour les parties réussies. Entre 2 années, c'est en gros la même chose, si et seulement si les programmes ne changent pas, donc on ne change pas les unités, et si les évaluations ne changent pas, c'est-à-dire si par exemple une évaluation de plusieurs cours ne devient pas une épreuve intégrée, auquel cas vous devrez tout refaire. Mais donc, entre 2 sessions d'une même année, on ne refait pas les examens réussis si ce n'est pas une épreuve intégrée. On prend un exemple, ce sera plus clair peut-être. Que refaire pour ou en bac 2 et bac 3 ici, ou bloc 2 et bloc 3, ou pour juin, ou pour le bloc 1. Eh bien, on reprend la même chose, toujours pondération 50-50. Vous avez 14 sur 20 ici et 4 sur 20. Eh bien, qu'est-ce que vous devrez refaire ? Le 4 sur 20. Bravo, vous avez compris. Et ça, c'est l'examen à représenter. Le 14 sur 20 sera conservé. Au mois d'août, vous avez représenté toutes vos sessions possibles. Pour le bloc 1, s'il vous reste des unités ratées, 2 possibilités. Ou bien vous avez réussi 45 crédits et plus sur l'ensemble de votre programme. Et donc vous êtes ce qu'on appelle en poursuite d'études. En bloc 2, bloc 3. Vous êtes en poursuite d'études, vous pouvez avancer. Si vous avez validé moins de 45 crédits, vous restez en bloc 1. Et de toute façon, dans tous les cas, vous devrez représenter les parties d'unités ou les unités ratées l'année suivante. Donc vous devrez réinscrire ces unités à votre programme. Pour les blocs 2 et bloc 3, après la session du mois d'août, s'il vous reste des unités ratées, il n'y a plus de minimum. Vous continuez la poursuite d'études, vous avancez dans vos études et vous devez représenter les parties d'unités ratées ou l'ensemble des unités ratées s'il y a des épreuves intégrées l'année suivante. Attention,
il n'y a plus de minimum, mais nous n'acceptons pas des programmes de plus de 75 crédits. Et donc, si vous ratez plus de 15 crédits, vous risquez de devoir étaler ces études. Alors, pour ce qui est des stages, une petite remarque, vous savez que dans les unités transversales dans lesquelles il y a des stages, même si un des deux stages est réussi, il faudra refaire l'ensemble des stages l'année suivante si vous êtes en échec pour les stages. Pour les stages, justement, n'oubliez pas que c'est très important d'être présent aux AFP autour de didactique et de méthodologie, les AFP liés aux stages. 80% des cours, c'est beaucoup, donc il faut être beaucoup présent. Pourquoi ? Très simplement parce que, par respect pour nos maîtres de stage et par respect pour leurs élèves, vous ne pouvez pas arriver sur le terrain sans être formé. Donc pour être formé, il faut être présent au cours, même si vous avez de très bonnes excuses, comme des certificats médicaux, eh bien ça ne marchera pas, il faut être là et formé. Attention, une information importante, le Minerval doit être payé intégralement avant le 4 janvier, c'est par décret aussi, et sinon, vous ne pourrez valoriser aucun crédit et vous ne pourrez pas non plus vous inscrire aux cours et aux sessions des années du semestre suivant. Donc c'est vraiment important, payer avant les vacances de Noël. Nous ne pourrons plus rien faire pour vous après. La mobilité. Pour les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger, et je m'adresse au bloc 1 surtout, la demande se fait en bloc 2, mais il faut savoir qu'il y a une série de critères, et mieux vaut les connaître en première, parce qu'en deuxième, il est un peu tard. Et donc, en bloc 1, sachez que pour pouvoir partir, il faut faire la demande en bloc 2, et il faut avoir réussi une série de choses. Qu'est-ce qu'il faut avoir réussi ? D'abord, il faut avoir pris dans son programme l'ensemble des UE du bloc 2 que nous proposons nous, donc de notre formation. Mais il faut avoir aussi acquis au minimum 45 crédits du bloc 1. Donc être en poursuite d'études, et ces 45 crédits doivent être acquis avec au moins 65% de moyenne pondérée. Donc on réussit avec 50%, mais pour partir, il faut réussir avec 65%. C'est pour ça qu'il vaut mieux le savoir dès maintenant, si vous êtes en bloc 1. Il y a aussi d'autres critères. Il faut avoir acquis l'unité stage de première avec au moins 12 sur 20. Il faut aussi avoir obtenu parce que vous ferez la demande au mois de janvier du bloc 2, mais donc pour le premier stage de deuxième, il faut aussi avoir obtenu une bonne note, un bon, si vous voulez, au moins un 14 sur 20, pour ce stage du premier semestre du bloc 2. Et il faut aussi avoir réussi les unités qui contiennent la maîtrise de la langue française dans votre formation. Je vous laisse lire ces unités qui contiennent la maîtrise de la langue française, il faut 10 sur 20 pour la MEOLF. Pour en savoir plus, demandez la brochure mobilité à votre coordination, fondamentale ou à ESI, ou bien au secrétariat. La demande se fait en bloc 2. Quelques conseils enfin avant de vous laisser. Soyez reposés et planifiez votre travail avant vos examens. Un petit rappel, étudier ça signifie pas apprendre par cœur, mais même s'il faut mémoriser certaines choses, bien sûr, mais ça signifie surtout comprendre et intégrer, faire des liens. Faites vous-même vos synthèses, c'est important de les faire, mais c'est aussi important de les faire soi-même, mais c'est aussi important de les vérifier auprès de ses collègues pour qu'il n'y ait pas d'erreur ni d'oubli, et que l'essentiel soit distingué de l'accessoire. Évitez aussi de croire tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et sur les pages Facebook. Certains étudiants ratent parce qu'ils ont pris leurs consignes sur ces réseaux et qu'en fait ces consignes sont mauvaises ou bien qu'elles sont lacunaires et donc ils ratent. Allez toujours à la source, le professeur, le syllabus, le secrétariat. Ne vous contentez pas d'étudier les matières aussi, vous êtes des futurs profs, pensez à être attentif à la didactique, à la méthodologie qui est utilisée dans ces cours. Elle vous aidera aussi dans vos préparations de stage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit par email à vos coordinateurs, Madame Stéphanie De Vrient et Monsieur Marc Labeu pour le fondamental, Jean-Bernard Lenz pour l'AESI. Ou bien vous pourrez les poser lors d'une séance d'information qui sera dans votre horaire. Nous vous souhaitons un bon travail et de bons examens.